X-Link, l'ambitieux câble électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni, stoppé net par Londres-Rabat. Londres, présenté comme l'un des projets énergétiques les plus audacieux au monde, le projet X-Link devait incarner une nouvelle ère de coopération énergétique entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Reliant le Maroc au Royaume-Uni via un câble sous-marin de près de 4000 km, il visait à alimenter des millions de foyers britanniques en électricité 100% verte. Mais en juin 2025, le gouvernement britannique a officiellement mis un coup d'arrêt à ce rêve énergétique, évoquant des raisons stratégiques, économiques et politiques. Décryptage d'un projet titanesque. Avorté, une révolution énergétique à l'échelle continentale. Lancé en 2021 par l'entreprise britannique X-Link, le projet devait transformer le sud du Maroc, dans la région de Tantan, en un hub énergétique stratégique. Il s'agissait d'y construire un immense complexe de production combinant 7 gigawatts d'énergie solaire et 3,5 gigawatts d'éolien, avec un système de stockage par batterie de 22,5 gigawatts, 5 gigawatts pour assurer la continuité de l'approvisionnement, même en l'absence de soleil ou de vent. L'objectif, exporter 3,6 gigawatts d'électricité verte en continu vers le Royaume-Uni, soit environ 8% des besoins énergétiques annuels des foyers britanniques. Une énergie propre, fiable et à prix compétitif. Pour y parvenir, X-Link prévoyait de construire 4 câbles sous-marins HVDC, courant continu haute tension, d'environ 3800 à 4000 km de long, reliant la côte marocaine à la région du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, en passant par les eaux territoriales de l'Espagne, du Portugal et de la France, sans se connecter à ces réseaux nationaux. Un défi technologique et logistique colossal, le projet représentait un exploit d'ingénierie sans précédent. Il aurait constitué la plus longue liaison sous-marine de transport d'électricité jamais réalisée au monde. Le câble, d'un diamètre de 130 à 140 mm, devait être enterré dans les fonds marins chaque fois que possible, à une profondeur allant jusqu'à 1,5 m, afin d'en garantir la sécurité physique et environnementale. La fabrication de ces câbles devait être assurée par la société XLCC, une filiale de X-Link basée en Écosse. Une nouvelle usine de production a même été lancée à Hunterston, en prévision d'un démarrage des travaux entre 2025 et 2027, avec une mise en service partielle prévue dès 2029. À terme, le projet devait générer près de 10 000 emplois, répartis entre le Royaume-Uni et le Maroc, tout en favorisant le transfert de compétences technologiques vers le continent africain. Un coût élevé, mais entièrement financé par le privé. Le coût du projet était estimé entre 24 et 34 milliards de livres sterling, soit environ 30 à 43 milliards d'euros, entièrement pris en charge par des investisseurs privés. Le financement incluait à la fois la construction de l'infrastructure marocaine, les batteries de stockage, l'installation des câbles et les stations de conversion. Mais pour sécuriser les revenus à long terme du projet, X-Link cherchait à obtenir un contrat de différence, CFD, avec le gouvernement britannique. Ce mécanisme, courant au Royaume-Uni pour les projets énergétiques, permet de garantir un prix d'achat fixe de l'électricité, évitant ainsi les fluctuations du marché. C'est sur ce point que le projet a commencé à rencontrer ses premiers obstacles. Le refus du Royaume-Uni. Raisons officielles et non dites. En mai 2025, X-Link suspendait temporairement les démarches de consentement administratif au Royaume-Uni, faute de clarté de la part du gouvernement sur le cadre réglementaire et tarifaire. Un mois plus tard, le coup de massue tombe. Le gouvernement britannique, dirigé par le travailliste Ed Miliband, fraîchement nommé secrétaire d'État à l'énergie, annonce son rejet pur et simple du projet. Parmi les motifs invoqués, des risques géopolitiques jugés trop élevés, notamment en raison de la dépendance à un fournisseur étranger d'énergie situé en dehors de l'Union européenne. L'absence de bénéfices économiques directs pour le Royaume-Uni, le projet ne créant pas suffisamment d'emplois locaux ni de retombées industrielles. La volonté de privilégier les énergies renouvelables produites sur le sol britannique, notamment les projets d'éolien offshore en mer du Nord. Cette décision a été dénoncée par plusieurs acteurs industriels, qui y voient une occasion manquée de diversification énergétique, à l'heure où le Royaume-Uni cherche à réduire sa dépendance au gaz naturel et à sécuriser ses approvisionnements. Une déconvenue pour le Maroc, mais pas un revers stratégique. Côté marocain, le projet X-Link s'inscrivait dans une stratégie plus large de positionnement du royaume comme leader énergétique en Afrique du Nord. Le Maroc, déjà en avance en matière de production solaire avec Noor à Ouarzazate et d'éolien, développe une politique ambitieuse de diversification énergétique
avec pour objectif plus de 52% d'énergie renouvelable dans son mix d'ici 2030. Même si le refus britannique constitue une déception politique et économique, le Maroc ne compte pas s'arrêter là. Le pays continue de nouer des partenariats stratégiques avec l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et les pays du Golfe, tout en promouvant ses capacités de production d'hydrogène vert, de biogaz et de batteries. Le modèle X-Links pourrait ainsi être adapté à d'autres destinations, notamment vers l'Europe méditerranéenne ou vers des marchés africains en plein essor. Enjeux géopolitiques et leçons à retenir. L'échec du projet X-Links est symptomatique d'un conflit croissant entre ambition technologique globale et réalité politique nationale. Il met en lumière la difficulté de mettre en œuvre des projets transfrontaliers dans un contexte marqué par le repli énergétique, la crise des chaînes d'approvisionnement et les tensions géopolitiques post-pandémie. Il pose également une question cruciale. L'Europe et le Royaume-Uni sont-ils prêts à intégrer pleinement l'Afrique dans leur sécurité énergétique? Ou préféreront-ils rester enfermés dans une logique d'autonomie coûteuse et parfois inefficace? Conclusion, un projet pionnier à réinventer. Le projet X-Links restera dans l'histoire comme un exemple audacieux d'innovation énergétique mondiale, même s'il n'a pas encore vu le jour. Il démontre les capacités du Maroc à se positionner comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Et il souligne le besoin, pour les pays européens, de repenser leur stratégie énergétique dans une logique intercontinentale, durable et solidaire. L'avenir dira si X-Links renaîtra sous une autre forme, ou si d'autres nations saisiront cette opportunité que le Royaume-Uni vient de laisser filer. GNL. Le Maroc pose les fondations d'un marché gazier compétitif à l'échelle régionale. Le Maroc franchit une nouvelle étape stratégique dans sa transition énergétique en posant les bases d'un marché national du gaz naturel liquéfié, GNL, compétitif, flexible et interconnecté. Cette dynamique s'inscrit dans une vision de souveraineté énergétique et de positionnement en tant que plateforme régionale d'échanges énergétiques, à la croisée de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest et du bassin méditerranéen. Une architecture de marché en pleine structuration. Le développement du marché gazier marocain repose sur plusieurs piliers interdépendants, visant à attirer les investisseurs, garantir l'approvisionnement et encourager la concurrence. 1. Des infrastructures gazières modernes et modulaires. 2. Ouverture à des opérateurs privés. 3. Régulation et transparence. Construction en cours d'un terminal flottant d'importation de GNL au port de Nador West Med, considéré comme un levier clé pour la flexibilité logistique. Développement prévu de stations de regazéification, de réseaux de transport haute pression, ainsi que de sites de stockage stratégiques pour sécuriser les flux et les usages industriels et résidentiels. Projet d'interconnexion avec les grands gazoducs africains et européens, notamment le Nigeria-Maroc Gas Pipeline, NMGP, et le gazoduc Maghreb-Europe, GME, désormais opéré en sens inverse. Ouverture et régulation du marché. Le Maroc met en place un cadre juridique et tarifaire clair, permettant l'entrée d'opérateurs privés dans l'importation, la commercialisation et la distribution de GNL. Un modèle de tiers accès aux infrastructures est en cours de finalisation pour éviter toute situation monopolistique. L'Autorité nationale de régulation de l'électricité, ANRE, joue un rôle clé dans la supervision du marché gazier, en collaboration avec le ministère de la Transition énergétique. Les tarifs de transport, les conditions d'accès au réseau et les contrats seront encadrés pour assurer la transparence, la neutralité et la concurrence loyale. Le Maroc ne se limite pas à une logique de consommation interne. Il ambitionne de devenir un hub énergétique régional, capable d'importer, regazéifier, redistribuer et même exporter du gaz. Le projet NMGP, Nigeria-Morocco Gas Pipeline, long de 5600 km, traversera 13 pays d'Afrique de l'Ouest, avec une double vocation, sécuriser l'approvisionnement marocain et offrir une alternative au gaz nigérian bloqué au Nigeria. Le Maroc vise à revendre du gaz vers l'Europe, en utilisant la capacité inverse du GME, désormais réactivée depuis l'Espagne, à travers une logique de partage de capacité régionale. Ces efforts positionnent le Royaume comme interface énergétique stratégique entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et l'Union européenne. Le gaz naturel est perçu par Rabat comme une énergie de transition, complémentaire à l'éolien et au solaire, pour soutenir la flexibilité du réseau électrique,
assurer l'équilibrage de la production intermittente, remplacer progressivement le charbon dans la production thermique, fournir une énergie fiable aux zones industrielles stratégiques, automobiles, chimie, engrais, métaux. Objectifs à moyen et long terme. Horizon, objectif 2025-2027. Lancement du terminal GNL, interconnexion, première plateforme commerciale de gaz 2030. Intégration régionale consolidée, montée en puissance du NMGP, infrastructure complète 2035. Maroc acteur clé dans le commerce transcontinental du gaz, flexibilité et stockage développé. Déclaration et vision stratégique. La ministre de la Transition énergétique, Leïla Ben Ali, a affirmé récemment que le Maroc ne cherche pas seulement à importer du gaz, mais à poser les jalons d'un marché compétitif, interconnecté et tourné vers l'avenir. Elle souligne que le GNL est une solution pragmatique pour renforcer la résilience énergétique, diversifier les sources d'approvisionnement et accroître la compétitivité industrielle nationale. En développant un véritable marché du GNL, ouvert et régionalisé, le Maroc s'affirme comme un pionnier africain dans la libéralisation gazière et l'intégration énergétique continentale. Cette politique proactive anticipe les besoins futurs d'une économie décarbonée, compétitive et souveraine, tout en renforçant la position géostratégique du royaume au sein des réseaux énergétiques euro-africains. Conclusion, le Maroc, futur acteur énergétique global, en développant un véritable marché du GNL, ouvert et régionalisé, le Maroc s'affirme comme un pionnier africain dans la libéralisation gazière et l'intégration énergétique continentale. Cette politique proactive anticipe les besoins futurs d'une économie décarbonée, compétitive et souveraine, tout en renforçant la position géostratégique du royaume au sein des réseaux énergétiques euro-africains. Maroc-France. Une déclaration d'intention stratégique pour lutter conjointement contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat bilatéral multidimensionnel, le Maroc et la France ont procédé à la signature d'une déclaration d'intention conjointe axée spécifiquement sur la lutte contre les violences faites aux femmes, un phénomène universel, complexe et enraciné dans des dynamiques sociales et structurelles profondes. Cette déclaration constitue un tournant majeur dans la coopération sociale et institutionnelle entre Rabat et Paris, en inscrivant l'enjeu de l'égalité des genres et de la protection des droits des femmes au cœur des priorités diplomatiques communes. Un engagement politique fort au service d'une cause universelle. La déclaration d'intention signée entre les deux pays vise à intensifier les efforts conjoints dans la prévention, la prise en charge, la lutte judiciaire et l'éducation contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou numériques. Elle marque la reconnaissance commune que les violences basées sur le genre ne connaissent ni frontières, ni classe sociale, ni cultures spécifiques. Elles constituent un obstacle majeur au développement durable, à la cohésion sociale, à la santé publique et à la paix sociale. Objectif opérationnel de la déclaration. Ce partenariat prévoit plusieurs axes de coopération concrètes et structurés. 1. Renforcement des capacités institutionnelles. Organisation de formations croisées pour les forces de sécurité, magistrats, médecins légistes, assistants sociaux et personnels éducatifs. Appui au développement de cellules spécialisées dans les commissariats, hôpitaux et tribunaux. Échange d'expertise sur la création de centres d'écoute, d'accueil et d'orientation intégrés pour les victimes. 2. Harmonisation des cadres juridiques. Comparaison des dispositifs législatifs des deux pays pour favoriser la convergence normative en conformité avec les standards internationaux, notamment la Convention d'Istanbul. Soutien à l'élaboration de politiques publiques intégrant la perspective de genre dans la justice pénale et sociale. 3. Promotion de la prévention et de l'éducation. Lancement de campagnes de sensibilisation bilatérales, ciblant notamment la jeunesse, les milieux scolaires et les zones rurales. Développement d'outils pédagogiques communs, brochures, vidéos, modules numériques. Création de programmes d'échange éducatifs et culturels sur les droits des femmes. 4. Soutien à la société civile, mise en réseau d'ONG marocaines et françaises œuvrant dans le domaine des droits des femmes. Financement de projets de terrain, notamment dans les régions les plus vulnérables. Renforcement du rôle des femmes leaders communautaires dans la prévention des violences. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les stratégies nationales de chaque pays. Côté marocain,
Elle complète la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes 2020-2030, articulée autour de la prévention, la protection, la répression et la coordination institutionnelle. Elle s'aligne également avec les efforts du Maroc pour promouvoir l'autonomisation des femmes dans le cadre des hautes orientations royales. Côté français, elle s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie féministe de la France, lancée en 2019, et visant à faire de l'égalité femmes-hommes une priorité de l'action extérieure française, y compris dans la coopération avec les pays du Sud. Au-delà de leur dimension bilatérale, les deux pays veulent faire de cette déclaration un modèle de coopération nord-sud en matière de protection des droits humains, dans un contexte où les conflits, les déplacements forcés, les crises économiques et les pandémies ont aggravé la vulnérabilité des femmes. À travers cette démarche, le Maroc renforce son image de pays pionnier dans la promotion des droits humains en Afrique, tandis que la France affirme sa volonté de soutenir des partenaires crédibles et engagés dans les dynamiques progressistes du Sud. Des déclarations officielles des deux parties ont souligné la portée stratégique et humaniste de cet accord. C'est un engagement commun à faire reculer l'inacceptable et à offrir à chaque femme, où qu'elle soit, les conditions d'une vie digne, libre et sécurisée. Partie marocaine. Cette déclaration d'intention n'est pas une simple formalité, c'est un acte de confiance mutuelle, une feuille de route partagée pour que notre coopération serve concrètement la dignité des femmes. Partie française. Cette déclaration d'intention entre Rabat et Paris jette les bases d'un cadre structuré, pérenne et ambitieux pour éradiquer un fléau profondément enraciné dans toutes les sociétés. Elle illustre la capacité des deux pays à transformer leurs liens historiques en leviers d'action sociale et humaine, au service des générations futures.